Bonjour, bienvenue dans la série Science of Not Science. Donc nous allons continuer sur cette relation entre physique et mathématiques. Alors, pour achever de se convaincre qu'il n'existe pas d'harmonie cachée sous la physique qui serait d'une nature mathématique, il suffit, en dehors du polymorphisme mathématique que nous avons vu, que à un même concept, même théorie, un même phénomène physique, on peut le décrire de nombreux objets mathématiques différents. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire mettre en avant la plurivalence de la physique, où une même structure mathématique permet de décrire plusieurs systèmes, concepts ou théories en physique. Prenons quelques exemples. Les équations différentielles linéaires, dites à coefficient constant du second ordre, permettent de décrire aussi bien les vibrations mécaniques que les oscillations électriques ou bien d'autres phénomènes. De même, les équations aux dérivées partielles, l'équation aux dérivées partielles appelée équation de Poisson, qui est une équation bien précise, permet de décrire l'électrostatique, la gravitation statique classique, la diffusion de la chaleur, la diffusion des neutrons en régime stationnaire, l'équilibre d'une membrane élastique, l'écoulement laminaire, etc., etc. C'est donc extrêmement puissant comme objet mathématique qui décrit des phénomènes physiques très différents. Ça s'applique aussi aux objets mathématiques et aux concepts. Par exemple, les tenseurs permettent aussi bien de décrire des contraintes mécaniques que la courbure de l'espace-temps en relativité générale. Et Feynman, qui se penche sur cette question, fait remarquer que, à bien y regarder, une identité mathématique ne peut pas impliquer une identité physique. La température, dans la diffusion de la chaleur, ce n'est pas une membrane élastique. On ne peut pas honnêtement dire qu'elle serait constituée de la même chose. Et Feynman fait remarquer que beaucoup de ces descriptions mathématiques de phénomènes physiques sont en fait des approximations. Par exemple, quand on considère les neutrons comme un fluide, alors qu'en fait, chaque neutron devrait être considéré individuellement. Ou quand on considère le régime linéaire, par exemple des vibrations mécaniques ou des membranes élastiques. Dès qu'on sort de ces approximations, en général, cette identité disparaît. Il y a aussi un point commun à tous ces phénomènes, c'est le lieu où ils s'appliquent, l'espace ordinaire dans lequel se trouvent les phénomènes. Cette identité de lieu dans lequel se produisent les phénomènes implique que, par exemple, on retrouve fréquemment un objet mathématique appelé gradient pour décrire de nombreux phénomènes tels que l'écoulement de la chaleur ou d'autres phénomènes. Donc, cette identité entre mathématiques et physique vient souvent de simplifications. Les simplifications du monde réel conduisent à des simplifications mathématiques, des structures simples en petits nombres et qu'on retrouve de manière donc presque omniprésente en physique. Et cette plurivalence de la physique permet d'ailleurs de construire des objets, des concepts physiques par pure abstraction. Donc certains concepts physiques peuvent être considérés comme abstraits. C'est le cas par exemple de la résonance ou de l'impédance, qu'on retrouve aussi bien en acoustique qu'en mécanique ou en électricité.
Donc, la frontière entre les concepts physiques, l'abstraction et les mathématiques, par rapport à l'expérience, ces frontières sont assez faibles et résultent simplement de la manière de modéliser les choses. De plus, il faut noter que on avait suggéré qu'il existait, pour appliquer la physique, des structures mathématiques préexistantes dans lesquelles on pouvait piocher et qu'on pouvait appliquer, et que presque toutes les structures mathématiques trouvaient application. Ce fut d'ailleurs suggéré dans une des citations que nous avons données, une citation de Langevin. Mais en fait, en réalité, c'est historiquement faux. Il est arrivé très fréquemment que les structures mathématiques n'existaient pas. Beaucoup de structures mathématiques ont été construites parce qu'on en avait besoin en physique. C'est le cas des équations différentielles, des équations intégrales et des intégrales, des équations aux dérivées partielles. Et ça s'est produit tout au cours du temps, jusqu'à encore plus récemment en mécanique quantique avec la théorie dite des distributions, avec les intégrales de chemin, encore plus récemment, et d'autres encore outils maintenant utilisés, par exemple en gravitation quantique. Donc ces objets, ils sont construits en fonction des besoins, et de manière ces structures mathématiques sont construites en fonction des besoins, de manière à coller à ces besoins. Le seul point commun qui permet que ça marche, c'est la rigueur de la logique et une certaine identification des structures. Les mathématiques, on peut dire que c'est de la logique et des structures mathématiques. Et la physique, quand on décrit les grandeurs, c'est des raisonnements logiques et des structures dans les modèles physiques. Et donc, on peut construire ainsi une certaine identification qui marche très bien. Et d'ailleurs, au cours du temps, il y a souvent eu une évolution conjointe des mathématiques et de la physique, chacun nourrissant l'autre de ses besoins ou de ses résultats. Le calcul tensoriel, par exemple, n'a pas été inventé pour la relativité générale. Einstein a utilisé ce qui existait. Dans certains cas, les mathématiques sont en avance et fournissent des structures. Parfois, la physique est en avance et demande ou construit les structures mathématiques nécessaires. Il y a donc une évolution conjointe, un va-et-vient entre mathématiques et physique et une certaine synergie de l'ensemble. Voilà, donc maintenant nous comprenons un peu mieux ces rapports entre physique et mathématiques. Nous allons aborder un domaine qu'on appelle la physique mathématique. Merci.